Ma mère n'aimait que mon frère, l'enfant chéri. Quand je me suis éloignée d'eux, j'ai hérité de 8 millions de dollars de ma tante, et mes parents ont commencé à me menacer de poursuites judiciaires. Quand ma mère a épousé Alex, tout ce que je pensais savoir sur la famille a été bouleversé. J'avais 14 ans, j'étais maladroite et j'essayais juste de survivre au lycée. Ma mère, Sarah, avait été mère célibataire toute ma vie, et même si nous ne roulions pas sur l'or, elle m'avait toujours fait sentir que j'étais suffisante. Puis elle a rencontré Alex. Alex avait un fils, Brandon, qui avait 17 ans à l'époque. C'était lui, l'enfant chéri. Dès l'instant où je suis entrée dans leur monde, il avait cette attitude sûre et insouciante qui le rendait populaire auprès des adultes et, apparemment, aussi auprès de ma mère. Dès le premier jour, je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre maison. Ils agissaient comme une famille déjà formée, avec moi comme un supplément qui venait avec l'ensemble. Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser ma place dans cette nouvelle dynamique. J'entrais dans une pièce, et maman et Alex étaient assis avec Brandon, riant ou regardant la télévision ensemble. Mais quand je me joignais à eux, les choses devenaient tendues, presque comme si je les interrompais. Si j'essayais de parler, l'ambiance changeait immédiatement. Je recevais des réponses d'un seul mot ou ces faux sourires qui n'atteignaient pas leurs yeux. Un soir, je me souviens être rentrée tard de l'école. J'étais dans l'équipe de débat, et nous avions eu une pratique tardive. Quand je suis entrée par la porte, Alex était furieux, m'attendant dans la cuisine comme si j'avais commis un crime. « Où étais-tu » a-t-il exigé, sa voix résonnant dans toute la maison. J'étais surprise. Maman savait que j'avais une pratique de débat, mais elle se tenait derrière lui, silencieuse. J'ai balbutié une explication, la regardant pour obtenir du soutien. Elle m'a juste regardé comme si je mentais. « Ce n'est pas sûr que tu sois dehors si tard » a dit Alex, secouant la tête. Brandon était rentré beaucoup plus tard que moi à plusieurs reprises, mais d'une manière ou d'une autre, cela n'avait pas d'importance. Il était responsable, j'étais imprudente. Après cela, les choses n'ont fait qu'empirer. Brandon et moi partagions une salle de bain entre nos chambres, et chaque fois que quelque chose était hors de place, une bouteille de shampoing vide, une serviette par terre, c'était toujours de ma faute. Une fois, Brandon a laissé ses vêtements sales partout dans la salle de bain, et Alex a fait irruption dans ma chambre, m'accusant d'être désordonnée et irrespectueuse. J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas moi, mais il m'a interrompu en disant « Ne cherche pas d'excuses, Rachel. Contente-toi de nettoyer ce que tu salis. » Brandon était dans sa chambre tout le temps, probablement en train d'écouter tout et de rire. Il y a eu un week-end qui m'a vraiment fait tout remettre en question. Nous étions censés aller au lac, une sortie en famille, comme l'appelait Alex. J'avais hâte d'y être toute la semaine. Je n'étais pas assez naïve pour penser que cela arrangerait tout, mais j'espérais au moins un bon souvenir avec nous tous ensemble. Mais ce matin-là, alors que je me préparais, maman est entrée et a dit « Chérie, je pense qu'il vaudrait mieux que tu restes à la maison cette fois. Brandon a été stressé par l'école, et il a besoin de temps pour se détendre. » Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. J'ai essayé de protester, mais elle avait déjà pris sa décision. Ils sont partis sans moi. J'ai passé toute la journée seule à la maison, me sentant comme un fantôme dans ce qui était censé être ma propre famille. Quand ils sont revenus, ils ne m'ont même pas demandé comment s'était passée ma journée. Ils sont simplement entrés, riant et parlant du lac comme si c'était un souvenir privé que je ne pouvais pas partager. Au cours des mois suivants, il est devenu évident que je n'étais pas seulement une étrangère, j'étais le bouc émissaire. Tous les petits problèmes étaient, d'une manière ou d'une autre, de ma faute. Si Brandon avait une mauvaise note, c'était parce que je le distrayais avec mon attitude. Si quelque chose était perdu, j'étais négligente et irresponsable. Une fois, j'ai entendu Alex dire à ma mère « Rachel va finir par être un problème si on ne la remet pas à sa place. » Ma propre mère a acquiescé, comme s'il avait raison. Puis, un après-midi, Brandon et moi avons eu notre première vraie confrontation. Il était dans ma chambre, fouillant dans mes affaires comme s'il était le propriétaire des lieux. Je suis entrée et lui ai demandé ce qu'il faisait. Il a simplement haussé les épaules, sortant un collier que mon père m'avait offert des années auparavant. « Qu'est-ce que c'est » s'est-il moqué, le tenant en l'air. « C'est à moi » ai-je dit, essayant de garder la voix ferme. Mais il a simplement ri et l'a balancé devant moi, en faisant un jeu. J'ai tendu la main pour l'attraper, et il a tiré en arrière, riant toujours. J'étais furieuse. Nous avons commencé à nous crier dessus, et ma mère et Alex sont accourus. Mais au lieu de demander ce qui s'était passé, ils se sont immédiatement retournés contre moi. « Pourquoi causes-tu toujours des problèmes » a lancé Alex. « Maman, il était dans ma chambre » ai-je protesté. Il fouillait dans mes affaires. Mais elle n'a pas écouté. « Rachel, peux-tu arrêter d'être si difficile ? Brandon essaie juste de bien s'entendre avec toi. » Ce soir-là, je me suis assise dans ma chambre, repensant à toute la situation dans ma tête. Peu importait ce que je disais ou faisais, je ne pouvais jamais gagner. Pour eux, j'étais le problème, peu importe combien j'essayais.
Peu de temps après que maman et Alex se soient mariés, les choses sont allées de mal en pis. Chaque jour ressemblait à une bataille, quoi qu'il arrive, j'étais celle à blâmer. Le comportement de Brandon ne faisait qu'envenimer les choses. Il était désordonné, perturbateur et semblait avoir pour mission de repousser toutes les limites possibles dans la maison. Mais c'était comme si personne d'autre ne le voyait à part moi. Un soir, Brandon a organisé une fête au sous-sol pendant qu'Alex et maman étaient sortis. Je suis restée dans ma chambre, essayant d'étouffer la musique et le bruit de ses amis qui piétinaient la maison. Ils ont laissé des déchets partout, des canettes de soda vides, des emballages de snacks, tout ce qu'on peut imaginer. Je n'ai rien touché, pensant que Brandon nettoierait son propre désordre. Mais le lendemain matin, Alex a fait irruption dans ma chambre, furieux. « Rachel, cet endroit est un désastre », a-t-il crié, me réveillant. « Comment peux-tu être si irresponsable ?» J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas moi, que je n'étais même pas descendu, mais il n'a pas voulu entendre. « C'est la responsabilité de tous de maintenir cette maison propre », a-t-il dit. Je me fiche que Brandon ait fait le désordre. Tu fais aussi partie de cette famille, et tu dois aider à nettoyer. Il est parti avant que je puisse répondre. Plus tard cette année-là, maman a annoncé qu'elle était enceinte. J'ai pensé que peut-être, juste peut-être, les choses changeraient. Peut-être qu'un nouveau bébé lui ferait sentir que nous étions tous une famille. Mais au fur et à mesure que sa grossesse progressait, la maison a commencé à changer, et j'ai commencé à me sentir encore plus comme une étrangère. Puis, un après-midi, maman a lâché la bombe. Elle est entrée dans ma chambre avec Alex et a dit « Rachel, nous devons parler. Comme le bébé sera bientôt là, nous avons pensé qu'il vaudrait mieux que tu déménages dans la chambre d'amis. » Jatai's Abasorti. Déménager? C'est ma chambre. Où suis-je censé aller? Dans la chambre d'amis, a répondu Alex, comme si c'était la chose la plus simple au monde. Nous transformerons cette chambre en chambre de bébé. C'est mieux comme ça. Mais j'ai été ici toute ma vie, ai-je balbutié, incapable de cacher ma surprise. J'ai regardé maman, espérant qu'elle verrait à quel point cela me blessait, mais elle m'a juste adressé le même regard vide et indifférent de toujours. Ce n'est qu'une chambre, Rachel, a-t-elle dit d'une voix douce. Tu seras bien dans la chambre d'amis. En plus, c'est juste. Nous devons faire de la place pour le nouveau bébé, n'est-ce pas? Ce week-end-là, Alex et Brandon ont déménagé mes affaires dans la chambre d'amis. Elle était minuscule comparée à mon ancienne chambre, à peine assez grande pour contenir mon lit et mon bureau. Je suis restée là, à regarder les murs lisses et froids, me sentant comme une invitée dans ma propre maison. Toutes mes affiches, mes livres, mes effets personnels, étaient maintenant entassés dans cette petite pièce qui n'avait rien de la chaleur ni de la familiarité de mon ancien espace. Je n'avais même plus ma propre armoire. Ils ont laissé la plupart de mes vêtements dans le placard du couloir parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la chambre d'amis. Au fil des semaines, mon ancienne chambre s'est transformée en chambre de bébé. Je passais devant et je voyais maman et Alex peindre les murs, installer un berceau, choisir des vêtements de bébé, tandis que j'étais assise seule dans mon petit espace, oubliée. Brandon semblait profiter au maximum de mon isolement. Avec l'attention de maman centrée sur le bébé et Alex occupé à l'aider, il s'en sortait à chaque fois. Une fois, je l'ai trouvé dans la chambre d'amis, fouillant dans mes affaires. « Qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé, sentant une vague de colère. « Détends-toi. Je cherche juste un chargeur, a-t-il dit, sans même me regarder. Il a continué à fouiller dans mes tiroirs, et quand il a finalement trouvé ce qu'il cherchait, il a souri avec suffisance et est sorti comme s'il était le propriétaire des lieux. Je l'ai dit à maman et à Alex, espérant qu'ils verraient enfin à quel point il était irrespectueux, mais ils l'ont simplement ignoré. « Ce n'est qu'un chargeur, Rachel, » a dit maman, exaspérée. « Pourquoi fais-tu toujours tout un drame ?» Quelques semaines plus tard, Adam est né, mon nouveau petit frère. Tout le monde était ravi, et pendant un bref instant, j'ai pensé que les choses pourraient changer. En le tenant dans mes bras pour la première fois, j'ai ressenti une étincelle d'espoir, la croyance que peut-être il pourrait nous unir tous. Mais cet espoir s'est rapidement éteint. Dès l'instant où il est né, Adam est devenu le centre du monde de maman. Elle passait des heures avec lui, le dorlotant, lui chantant des chansons, parlant de la façon dont il était le miracle que notre famille attendait. J'ai essayé de participer, en proposant d'aider à le nourrir ou à changer ses couches, mais elle me rejetait toujours. « Adam est trop petit pour que tu le manipules, » disait-elle, « ou j'ai besoin d'être celle qui le fait. Tu comprendras quand tu seras plus âgé. » C'était comme si elle ne me faisait pas confiance avec lui, comme si j'étais en quelque sorte une menace pour cette petite famille parfaite qu'elle avait créée. À mesure qu'Adam grandissait, Brandon empirait. Il laissait ses vêtements sales dans le couloir, la vaisselle s'empilait dans sa chambre et les emballages de nourriture étaient éparpillés dans toute la maison. Chaque fois qu'Alex ou maman trouvait un désordre, j'étais celle à blâmer. « Rachel, pourquoi ne nettoies-tu pas ce que tu salis ?» Alex me réprimandait. « Mais ce n'est pas moi. C'est Brandon. » Je protestais, mais mes paroles tombaient toujours dans l'oreille d'un sourd.
Peu importe qui l'a fait, disait-il. Tu vis aussi ici, alors assume la responsabilité. Un jour, j'ai trouvé les amis de Brandon en train de traîner dans la maison pendant qu'ils mettaient la musique à fond dans le salon. Ils avaient mangé la moitié des snacks de la cuisine, laissant des emballages partout. J'ai essayé de nettoyer derrière eux, pour éviter d'être blâmé à nouveau. Mais dès qu'Alex est entré et m'a vu ramasser, il a secoué la tête. Rachel, je suis déçue. Tu sais que nous ne laissons pas de désordre comme ça. J'ai ouvert la bouche pour m'expliquer, mais il m'a interrompu. Pas d'excuses, jeune fille. Tu dois commencer à respecter cette maison. Jatai's livid. L'injustice de tout cela était suffocante. Je suis allée dans ma petite chambre, claquant la porte. Je me suis assise sur le lit, serrant mon oreiller, me sentant comme si j'étais prise au piège dans une sorte de cauchemar. Je voulais crier, pleurer, faire quelque chose qui les ferait me voir, m'entendre, comprendre que je n'étais pas le problème. Au fil des mois, j'essayais de garder la tête baissée, espérant que les choses s'amélioreraient, mais elles n'ont fait qu'empirer. Un après-midi, j'ai accidentellement renversé un vase en prenant un livre dans le salon. Il s'est brisé sur le sol, et avant que je puisse réagir, Alex était là, me fixant du regard. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Rachel ?» a-t-il lancé. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus prudente ?» Brandon était assis sur le canapé, souriant avec suffisance. Je pouvais sentir son regard sur moi, se délectant de mon humiliation. Je voulais crier, leur dire que ce n'était pas juste, mais je savais que cela ne servirait à rien. J'ai nettoyé le vase cassé pendant qu'Alex et maman regardaient, secouant la tête. Ce soir-là, je me suis allongée dans ma petite chambre, regardant le plafond, me sentant plus seule que jamais. Il était clair que je n'appartenais pas à cet endroit. Ni à cette maison, ni à cette famille. Je n'étais qu'une nuisance, un rappel de la vie que maman avait laissée derrière elle. Et aussi douloureux que ce soit, je savais que peu importe combien j'espérais, cela n'allait pas changer. C'est vers ma dernière année de lycée que j'ai commencé à réaliser que si je voulais survivre, je devrais passer le moins de temps possible à la maison. Vivre sous le regard constant de maman, Alex et Brandon m'avaient épuisé, et chaque jour était comme un exercice d'équilibre entre provoquer leur désapprobation ou passer inaperçu. Alors je me suis investie dans tout ce qui était en dehors de la maison, le travail, les amis, les études, tout ce qui me permettait d'être ailleurs. Ma première échappatoire est apparue lorsque j'ai trouvé un emploi dans un café local. Il était géré par une femme gentille nommée Denise, une ancienne enseignante avec un sourire chaleureux et une patience infinie. Denise me traitait avec un niveau de respect que je n'avais pas ressenti depuis des années, et je me suis accrochée à ce travail comme à une bouée de sauvetage. J'ai commencé à travailler uniquement le week-end, mais j'ai rapidement ajouté autant de quarts de travail que possible. Denise a remarqué que j'étais toujours prête à faire des heures supplémentaires, et un jour, alors que nous fermions, elle m'a interrogée à ce sujet. « Rachel, tu en fais beaucoup », a-t-elle dit doucement, mais avec ce ton observateur que seuls les enseignants ont. « Est-ce que ça va ?» Pendant une seconde, j'ai pensé à me confier, à tout lui raconter. Mais les mots semblaient lourds, emmêlés dans des années de silence. J'ai simplement acquiescé. « Oui, j'économise juste pour l'université, ai-je menti. » Mais elle n'a pas insisté. Travailler au café m'a présenté à d'autres personnes de mon âge qui ressemblaient à plus que des amis. Ils sont devenus mon échappatoire, ma famille temporaire. Je me suis liée d'amitié avec une fille nommée Emma, une cliente régulière qui venait tous les matins chercher un latte au caramel avant d'aller à l'école. Emma était joyeuse, drôle et gentille d'une manière qui la faisait paraître à l'opposé de toutes les personnes avec lesquelles j'avais grandi. Elle écoutait sans juger et ne me voyait pas simplement comme Rachel avec la vie de famille désordonnée. Avec le temps, elle est devenue ma confidente, la personne à qui je me confiais sur toutes les choses que j'avais gardées enfouies. Un après-midi, alors que nous étions assises dans le patio du café pendant ma pause, je me suis enfin ouverte à propos de Brandon et des batailles incessantes à la maison. Emma a écouté, son visage passant de la surprise à la compassion alors que je décrivais les accusations constantes, la culpabilité et le sentiment d'être invisible. « Rach, c'est de la folie », a-t-elle dit, l'air horrifié. « Pourquoi ne dis-tu pas à ta mère ce que tu ressens ?» J'ai laissé échapper un rire amer. Parce qu'elle s'en ficherait. Ou pire, elle retournerait ça contre moi, comme si c'était de ma faute. J'ai pris une profonde inspiration, exprimant enfin avec des mots ce que j'avais toujours su au fond de moi. C'est comme si je ne faisais plus partie de la famille. Je suis juste, là. Emma a traversé la table et m'a serré la main. Ce n'est pas juste, Rachel. Tu mérites mieux. Pour la première fois, quelqu'un l'avait dit à haute voix, je méritais mieux. L'idée ne m'avait même jamais traversé l'esprit. Le soutien d'Emma est devenu un nouveau fondement pour moi, et plus je me confiais à elle, plus je voyais à quel point mon environnement familial était toxique. Les choses à la maison ne se sont pas améliorées, elles ont même empiré. Le comportement de Brandon s'intensifiait.
Il avait commencé à manquer les cours, à organiser des fêtes même quand maman et Alex étaient à la maison, et à traiter la maison comme son terrain de jeu personnel. Je savais qu'il le faisait pour me contrarier, et plus je m'éloignais, plus il essayait de me rendre la vie impossible quand j'étais à la maison. Mais même avec son comportement de plus en plus perturbateur, j'étais toujours celle à blâmer si quelque chose n'allait pas. Alex et maman me regardaient avec la même expression de déception, comme si j'étais en quelque sorte responsable du comportement de Brandon. Un soir, après un quart de travail particulièrement difficile, je suis rentrée à la maison et j'ai découvert que quelqu'un avait fouillé dans mes affaires dans la chambre d'amis. Mon ordinateur portable était ouvert, des papiers étaient éparpillés sur le lit et mes vêtements étaient jetés comme si quelqu'un avait fouillé dans tous les tiroirs. Brandon était nulle part, mais je savais que cela devait être lui. Je suis allée dans le salon, où maman était assise avec Adam, et j'ai exigé une explication. Brandon cherchait juste quelque chose, a-t-elle dit avec indifférence, sans même lever les yeux. Pas besoin d'en faire tout un drame. Un drame? Il a fouillé dans mes affaires personnelles, maman. J'ai senti ma voix s'élever, la frustration bouillonnant en moi. Rachel, tu es déraisonnable, a-t-elle répondu froidement. Si tu n'étais pas si réservée tout le temps, peut-être que cela ne se serait pas produit. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Ma propre mère le défendait encore, comme si c'était normal qu'il envahisse ma vie privée. Ce fut l'un de ces moments où le dernier soupçon d'espoir auquel je m'étais accroché s'est complètement brisé. Après cela, je me suis mise à économiser encore plus. J'ai accepté plus d'heures au café, j'ai sauté la plupart des bals de l'école et j'ai refusé des invitations à sortir si cela signifiait économiser plus d'argent. Un soir, je me suis confiée à Denise, admettant enfin pourquoi je travaillais autant. J'ai juste besoin de sortir de cette maison, lui ai-je dit à voix basse pendant que nous nettoyions les tables après la fermeture. Elle m'a regardée avec une expression de compréhension dans les yeux. Je m'en doutais, a-t-elle dit, posant une main sur mon épaule. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, d'aide pour l'école ou même d'un endroit où rester, fais-le-moi savoir, d'accord. Sa gentillesse m'a presque fait pleurer, et pour la première fois, j'ai ressenti un véritable sentiment d'espoir. J'ai commencé à chercher ce dont j'aurais besoin pour déménager. Emma m'a aidé à trouver des appartements abordables, et nous sommes même allés à quelques journées portes ouvertes ensemble, rêvant de liberté. Mais Alex et maman ont commencé à remarquer mon absence, et ils n'ont pas aimé ça. Un soir, Alex m'a confrontée lorsque je suis rentrée du travail. Il m'a demandé pourquoi j'étais toujours dehors, pourquoi je ne faisais pas plus d'efforts pour faire partie de la famille. Ces mots étaient chargés de reproches, comme si j'étais celle qui brisait les choses. Rachel, tu as été distante. Ce n'est sain pour aucun de nous, a-t-il dit, comme s'il avait soudainement décidé de jouer le rôle du père inquiet. Si tu veux faire partie de cette famille, tu dois faire des efforts. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire, un rire amer que je n'avais pas eu l'intention de laisser échapper. Faire partie de la famille, ai-je répété. Quand est-ce que l'un d'entre vous m'a traité comme si je faisais partie de la famille? Maman m'a regardé, le visage tendu par la colère. Rachel, ne parle pas comme ça à ton père. Ce n'est pas mon père, ai-je répondu, laissant échapper les mots avant de pouvoir les arrêter. Je ne l'avais jamais dit à voix haute auparavant, mais cela m'a semblé libérateur. Après cela, les choses ont été tendues. Ils me surveillaient de plus près, limitant la fréquence à laquelle je pouvais sortir de la maison. Ils ont même commencé à me demander avec qui je passais du temps, exigeant que je passe plus de temps avec la famille. C'était suffocant, et cela ne faisait qu'alimenter ma détermination à partir. Finalement, à la fin de ma dernière année, j'avais économisé suffisamment. Emma et moi avons trouvé un petit appartement pas trop loin du café, et j'ai signé le bail. Je ne l'ai dit à personne à la maison jusqu'au jour où j'étais prête à déménager. J'ai attendu que maman et Alex soient dans le salon, puis j'ai tranquillement annoncé mon plan. Je déménage, ai-je dit, gardant la voix ferme. Maman m'a regardé, abasourdie, tandis qu'Alex s'est contenté de secouer la tête. Tu es ridicule, Rachel, s'est-il moqué. Où vas-tu aller? J'ai trouvé un appartement, ai-je simplement répondu. Je pars ce soir. Ils ont essayé de me dissuader, maman disant que j'étais trop jeune pour être seule et Alex affirmant que je faisais une grosse erreur. Mais pour la première fois, je me suis sentie complètement sûre de moi. J'ai emballé mes affaires, je les ai chargées dans la voiture d'Emma et je suis partie sans me retourner. Alors que nous nous éloignions, j'ai ressenti un mélange de peur et d'euphorie. Je n'avais aucune idée de ce que l'avenir me réservait, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Quelques années s'étaient écoulées depuis que j'avais déménagé et commencé à construire ma vie hors de l'ombre de maman, Alex et Brandon. En vivant seule, j'avais commencé à me sentir plus forte, plus capable, même heureuse. J'étais allée à l'université, j'avais commencé une carrière et je me faisais de nouveaux amis. Pour la première fois, je sentais que j'avais le contrôle de ma propre vie, loin de la dynamique toxique de mon passé. Je voyais encore maman de temps en temps, par sentiment de devoir persistant,
mais chaque visite me rappelait pourquoi j'étais partie. Il n'y avait pas de chaleur, pas de véritable connexion, juste une politesse tendue et distante. Puis, un soir, j'ai reçu un appel de maman. Sa voix était tendue, forcée, d'une manière que je n'avais jamais entendue auparavant. « Rachel, a-t-elle commencé? Je pensais que tu devrais savoir. » Alex at EU on Christ. Il est à l'hôpital. Une sensation de froid m'a envahi. Malgré tout, l'idée qu'Alex soit gravement malade a réveillé quelque chose en moi. Je savais que notre relation n'avait jamais été chaleureuse ou paternelle, mais en entendant qu'il était à l'hôpital, j'ai ressenti un mélange d'inquiétude, de confusion et une loyauté profondément enracinée que je ne pouvais pas ignorer complètement. « Est-ce qu'il va bien ?» ai-je demandé avec prudence. « Ils lui font passer des tests, il n'y a pas plus d'informations pour le moment », a-t-elle répondu, la voix faible. J'ai ressenti une pointe de compassion, pensant à quel point elle devait être effrayée. J'ai décidé de rendre visite à Alex à l'hôpital, plus par respect que par affection. Quand je suis arrivée, la tension dans l'air était palpable. Brandon était déjà là, debout à côté de maman, qui avait l'air épuisée et vidée. Les voir ensemble m'a semblé étrangement familier, comme si je retournais à mon enfance, une scène où tout le monde était ensemble et j'étais à l'écart. Alex avait l'air fragile, pâle contre les draps de l'hôpital, et pendant un moment, j'ai ressenti une vague de pitié. Quelle que soit notre histoire, c'était un homme qui faisait face à sa propre mortalité. Brandon m'a à peine reconnu, et quand il l'a fait, c'était avec un signe de tête sec. Je suis restée à l'écart, me sentant à nouveau comme une étrangère, tandis que j'écoutais les médecins expliquer son état. J'ai appris qu'on avait diagnostiqué à Alex une maladie qui laissait sa santé en suspens. Maman s'accrochait à Brandon et semblait s'appuyer sur lui pour obtenir du soutien d'une manière qu'elle n'avait jamais fait avec moi. Je ne m'attendais à rien de plus à ce stade, mais le voir était comme mettre du sel sur une vieille blessure. Au cours des jours suivants, maman a commencé à faire allusion aux préoccupations d'Alex concernant ses affaires. Il avait commencé à parler de mettre les choses en ordre pour l'avenir. La façon dont elle le disait semblait inquiétante. Puis, un jour, elle est venue me parler directement. « Rachel, a-t-elle commencé avec prudence, comme si elle marchait sur un terrain dangereux, Alex a travaillé sur son testament. Il veut s'assurer que tout est réglé pour Brandon et Adam, tu sais, au cas où quelque chose lui arriverait. » J'ai cligné des yeux, essayant de traiter ses paroles. « Et moi ?» ai-je demandé, laissant échapper la question avant de pouvoir l'arrêter. Je connaissais la réponse avant qu'elle ne la prononce. « Eh bien, Rachel, tu te débrouilles bien toute seule, n'est-ce pas? Tu as ton travail, ton appartement. » Sa voix s'est éteinte, cherchant des mots qui ne blesseraient pas autant que la vérité. « Donc il ne me laisse rien, ai-je terminé pour elle, d'une voix douce mais ferme. Le silence de maman disait tout, le dernier clou dans le cercueil. C'était la confirmation de tous les soupçons que j'avais eus sur ma place dans sa famille, ou plutôt, mon absence de place. Alex avait élevé Brandon et Adam comme les siens, et j'étais restée sur la touche, quelqu'un à tolérer, mais pas à embrasser vraiment. Et maintenant, même dans ces derniers arrangements, j'allais être effacée, comme si je n'avais jamais fait partie de sa vie. Ce fut comme un coup de poing dans l'estomac. J'avais lutté si longtemps pour être vue, pour être acceptée, et même quand je suis partie, une petite partie de moi devait s'attendre à ce qu'il me manque, qu'il veuille que je revienne. Mais maintenant je comprenais. Je n'étais qu'un fantôme pour eux, une figure passagère en arrière-plan. Dans les jours qui ont suivi, j'ai lutté avec un tourbillon d'émotions, colère, douleur et un étrange soulagement vide. D'une certaine manière, il était libérateur de savoir enfin quelle était ma place avec eux. Plus de questions, plus d'espoir de réconciliation. Ils avaient pris leur décision, et maintenant j'étais libre de prendre la mienne. Quand la santé d'Alex s'est stabilisée, le testament a été finalisé, et j'en ai été complètement exclu. Brandon et Adam étaient les seuls héritiers de tout. Les biens, les propriétés, même les objets sentimentaux qui avaient appartenu à maman avant qu'elle ne rencontre Alex. Ils avaient efficacement effacé ma place dans la famille. Je l'ai pris comme un signe pour fermer ce chapitre de ma vie pour de bon. Des mois après que le testament d'Alex ait été finalisé, et que ma place dans ce chapitre de ma vie ait été complètement fermée, j'ai continué ma vie, me concentrant sur le travail et quelques amis proches. J'avais depuis longtemps renoncé à attendre quoi que ce soit de la famille. Alors quand j'ai reçu un appel d'un avocat du nom de Monsieur Lin, me disant qu'il représentait la succession de ma grand-tante Hélène, j'ai été surprise. Tante Hélène était une figure lointaine dont je me souvenais à peine. C'était la tante de maman, une femme excentrique qui vivait quelque part sur la côte. Mes seuls souvenirs d'elle étaient des histoires vagues que j'avais entendues enfant et peut-être une ou deux cartes de Noël quand j'étais très jeune. Mademoiselle Rachel, a commencé Monsieur Lin au téléphone, d'un ton prudent et professionnel, je vous appelle pour vous informer que votre grand-tante Hélène est décédée récemment et vous a nommé principale bénéficiaire de sa succession. Il m'a fallu un moment pour digérer ces paroles. Attendez, je suis désolée, ai-je balbutié. Mais pourquoi ferait-elle ça? Je la connaissais à peine.
Monsieur Lin a laissé échapper un petit rire compréhensif. Je comprends que cela soit inhabituel, mais mademoiselle Hélène vous tenait apparemment en haute estime. Elle a laissé des instructions très précises pour que tout vous soit transféré. Tout? Oui, a-t-il confirmé. La succession comprend des biens immobiliers, quelques titres et un fonds fiduciaire. Je vous suggère que nous nous rencontrions pour discuter de tous les détails en personne. C'est, eh bien, substantiel. Quand j'ai rencontré Monsieur Lin, j'ai appris à quel point c'était substantiel. Ma grand-tante Hélène m'avait laissé un fonds fiduciaire d'une valeur de 8 millions de dollars, ainsi qu'un portefeuille d'investissement et une maison sur la côte du Maine. Les chiffres étaient si étonnants que je pouvais à peine les comprendre, mon esprit tourbillonnait pendant qu'il énumérait les biens et me guidait à travers les documents. Ma vie était passée de joindre à peine les deux bouts à une vie où l'argent ne serait plus jamais un souci. Cela semblait irréel, comme si j'étais entré dans la vie de quelqu'un d'autre. Votre grand-tante était très réservée, a expliqué Monsieur Lin. Elle menait une vie tranquille, investissait judicieusement et se tenait à l'écart. Elle semblait préférer cela. Mais dans son testament, elle a exprimé un vif désir que sa succession vous revienne. Je n'arrivais pas à le croire. Je suis restée assise là, abasourdie, agrippant les accoudoirs de la chaise. Une partie de moi se sentait submergée par la gratitude, une autre partie de moi ressentait une étrange tristesse. Hélène avait été de la famille, ma famille, et pourtant, je la connaissais à peine. Maintenant, grâce à elle, j'avais la liberté et la sécurité dont j'avais toujours rêvé, le genre d'indépendance qui auparavant m'aurait semblé impossible. Et avec cela est venu un profond sentiment de paix. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle de mon héritage se répande dans la famille. Je ne sais même pas comment ils l'ont appris. Peut-être qu'un des cousins éloignés de maman l'a découvert, ou peut-être que maman elle-même l'a entendu par un canal familial obscur. Mais très vite, mon téléphone n'arrêtait pas de sonner avec des messages, et il semblait que toute la famille avait refait surface, attirée par l'odeur de l'argent. Le premier appel a été de maman. Je pouvais presque sentir son malaise à travers le téléphone, masqué par un ton mielleux inhabituel. Rachel, chérie. Comment vas-tu? A-t-elle demandé, d'une voix trop joyeuse. Je vais bien, maman, ai-je répondu, déjà méfiante. Je n'avais pas eu de nouvelles d'elle depuis des semaines, et maintenant, soudainement, la voilà, agissant comme si elle se souciait de moi. Écoute, a-t-elle continué, en traînant sur les mots, j'ai entendu dire que tu avais eu un peu de chance dernièrement. Un peu de chance était un euphémisme, mais je suis restée silencieuse, la laissant parler, voulant voir où elle voulait en venir. Maintenant, Rachel, tu sais combien cela a été difficile pour la famille dernièrement, a-t-elle dit, changeant de ton pour quelque chose de plus doux, presque suppliant. Avec la santé d'Alex et toutes les dépenses que nous avons eues, eh bien, cela a été dur. J'ai pris une grande inspiration, sentant une vague de colère monter en moi. La voilà, me contactant non pas parce qu'elle se souciait de moi, mais parce que j'avais quelque chose qu'elle voulait. Que me demandes-tu, maman? Ai-je dit, gardant ma voix aussi ferme que possible. Elle a hésité, mais seulement un instant. Je pensais que, vu les circonstances, tu voudrais peut-être nous aider un peu. Tu sais, pour le bien de la famille. Je n'arrivais pas à croire son audace. C'était la même femme qui était restée les bras croisés pendant qu'Alex et Brandon me rendaient la vie impossible, qui n'avait rien fait pour me protéger lorsqu'on me blâmait et qu'on m'excluait. Et maintenant, juste parce que j'avais de l'argent, elle m'appelait pour me demander de l'aider? Maman, ai-je répondu, m'efforçant de garder la voix calme, où était cette préoccupation pour la famille quand j'en avais besoin? Quand je me battais juste pour avoir le sentiment d'appartenir quelque part. Tu crois que je te dois quelque chose juste parce que nous partageons le même sang? Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil. Je me suis rendu compte qu'elle ne s'attendait pas à ce que je la défie. Finalement, elle a parlé, d'un ton plus dur cette fois. Rachel, je suis ta mère. Je t'ai élevée, n'est-ce pas? Et maintenant tu vas nous tourner le dos? Maman, tu m'as tourné le dos il y a des années, ai-je dit, ressentant une étrange sensation de finalité. Je ne te dois rien. J'ai raccroché, les mains tremblantes, avec un mélange de colère et de tristesse. Mais ce n'était pas tout. Le lendemain, j'ai reçu un appel d'Alex. J'ai failli l'ignorer, mais la curiosité a été la plus forte. J'ai répondu, me préparant à ce que je savais être une conversation difficile. Rachel, a-t-il commencé, sa voix rauque mais avec une touche de chaleur forcée, j'ai entendu parler de l'héritage. C'est une belle manne que tu as là. Oui, c'est le cas, ai-je répondu sèchement, attendant qu'il en vienne au fait. Écoute, a-t-il continué, changeant de ton pour quelque chose de presque paternel, un ton que je ne lui avais jamais entendu utiliser auparavant, nous avons une différence, mais je veux que tu saches que je suis fier de toi. Tu as bien réussi. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. L'hypocrisie était presque risible. Alex, va droit au but. Pourquoi tu appelles? Il a hésité, et a finalement lâché le morceau. Brandon et Adam, ils pourraient vraiment avoir besoin d'un peu d'aide pour démarrer.
Brandon a eu des problèmes avec son entreprise, et Adam, eh bien, il mérite une bonne éducation. Cela signifierait beaucoup si tu pouvais les aider. Nous sommes une famille, après tout. Une famille? Le mot avait un goût amer dans ma bouche. C'était le même homme qui m'avait exclu de son propre testament, qui m'avait traité comme une nuisance plutôt que comme une fille. Et maintenant, il voulait que je finance la dernière aventure de Brandon et que je paie l'université d'Adam? Non, Alex, ai-je répondu, gardant ma voix ferme. Je ne vais pas faire ça. Il y a eu une pause, puis son ton est devenu froid, presque menaçant. Tu crois vraiment que tu peux nous tourner le dos après tout ce que nous avons fait pour toi? Tout ce que vous avez fait pour moi, ai-je répété, l'incrédulité colorant mes paroles. Vous n'avez rien fait pour moi, Alex. Au contraire, vous avez fait tout votre possible pour me repousser. Je ne vous dois rien. J'ai raccroché, le cœur battant la chamade, mais je savais que cela ne s'arrêterait pas là. Et j'avais raison. Au cours des jours suivants, j'ai commencé à recevoir des messages de Brandon. Lui, bien sûr, a adopté une approche différente. Ces messages étaient remplis d'insultes à peine voilées et de tentatives de culpabilisation. Alors maintenant tu es riche, hein? Disait un message. Je suppose que tout cet argent te monte à la tête. Trop bien pour ta propre famille maintenant. Quand je n'ai pas répondu, il a essayé un autre angle. Adam mérite mieux que ça. C'est ton frère, Rachel. Tu ne veux pas l'aider? Je l'ai ignoré, refusant de me laisser entraîner dans sa manipulation. Mais il n'a pas tardé à commencer à se présenter en personne. Un soir, je suis rentré du travail et je l'ai trouvé debout devant mon immeuble, appuyé nonchalamment contre le mur comme s'il était chez lui. Brandon, que fais-tu ici? Ai-je demandé, sentant une vague d'irritation. Il a haussé les épaules, souriant avec suffisance de cette manière arrogante qu'il avait perfectionnée au fil des ans. Je pensais que nous devrions parler. En famille. Nous n'avons rien à nous dire, ai-je répondu, faisant un mouvement pour ouvrir la porte. Mais il s'est mis en travers de mon chemin, me bloquant le passage. Allez, Rachel, ne sois pas comme ça. Tu as tout cet argent maintenant, et tu vas laisser ta famille se débrouiller. J'ai ressenti une vague de colère. Ma famille? Depuis quand l'un d'entre vous m'a-t-il traité comme de la famille? Vous n'avez fait que me rendre la vie impossible. Brandon, tu ne peux pas débarquer maintenant et faire comme si tu te souciais de moi. Il a ri d'un rire rauque et moqueur. S'il te plaît, ne fais pas comme si tu étais meilleur que nous juste parce que tu as eu de la chance. De la chance, ai-je répété, élevant la voix. Ce n'est pas de la chance, Brandon. C'est la seule bonne chose qui me soit arrivée dans la vie, et tu ne vas pas me l'enlever. Il a ricané, mais a finalement reculé. Tu fais une erreur, Rachel. Ne crois pas que nous allons oublier ça. Je l'ai contourné, refusant de lui donner la satisfaction d'une réponse. Mais même en montant les escaliers vers mon appartement, ces paroles résonnaient dans mon esprit. Une partie de moi savait qu'il ne laisserait pas tomber. Et bien sûr, le harcèlement a continué. J'ai commencé à recevoir des lettres par la poste, des messages de maman et Brandon, même quelques-uns de parents éloignés que je connaissais à peine. Tous avaient le même thème, culpabilité, manipulation et droit. Je me sentais étouffée par leurs demandes, leurs accusations, comme s'ils avaient oublié tout ce qu'ils avaient fait et croyaient maintenant qu'ils avaient droit à la seule chose dans ma vie qui était vraiment la mienne. Finalement, j'ai décidé que ça suffisait. J'ai appelé Monsieur Lin, l'avocat qui s'était occupé de la succession de tante Hélène, et je lui ai expliqué la situation. Il m'a écouté patiemment, sa voix calme était un baume pour mes nerfs à vif. Rachel, a-t-il dit doucement, vous avez tous les droits légaux de les refuser. Votre grand-tante vous a laissé cet héritage, et à vous seule. S'il continue à vous harceler, nous pouvons prendre des mesures légales. Entendre ces mots, c'était comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. J'avais passé une grande partie de ma vie à sentir que je devais céder, les apaiser. Mais maintenant, je réalisais que je ne leur devais rien. Tante Hélène m'avait fait un cadeau, une chance de recommencer à zéro, libre de la toxicité de mon passé. Et je n'allais laisser personne me l'enlever. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à reconstruire mes limites. J'ai bloqué le numéro de Brandon, ignoré les appels de maman et classé les lettres sans y penser à deux fois. Pour la première fois, j'ai ressenti un sentiment de paix, la certitude que je faisais ce qu'il fallait. Le harcèlement a finalement cessé, remplacé par un silence froid et plein de ressentiment. Je savais qu'ils ne me pardonneraient pas, qu'à leurs yeux, j'étais la méchante pour ne pas avoir partagé ma bonne fortune. Mais j'avais fait la paix avec ça. Ils avaient choisi de m'exclure, de me traiter comme une étrangère, et maintenant ils faisaient face aux conséquences de leurs actes. L'héritage de tante Hélène m'avait donné plus que la liberté financière. Il m'avait donné la force de me défendre, de dire non aux personnes qui m'avaient fait du mal et de finalement laisser partir la famille qui n'avait jamais été vraiment la mienne. Juste au moment où je pensais que les choses s'étaient enfin calmées, j'ai reçu un autre coup dur.
J'ai reçu une lettre par la poste, un document juridique épais et lourd qui s'est avéré être une notification officielle d'une poursuite judiciaire. Ma propre mère, Sarah, me poursuivait en justice, exigeant une part de mon héritage de tante Hélène. Je me suis assise dans ma cuisine, regardant les papiers, incapable de croire ce que je voyais. C'était un nouveau creux, même pour elle. La poursuite était absurde. Sarah prétendait qu'en tant que ma mère, elle avait droit à une part équitable de mon héritage, puisqu'elle m'avait élevée et entretenue pendant toutes ces années. Lire ces mots, c'était comme une gifle au visage, chaque ligne tournant un peu plus le couteau dans la plaie de la trahison. Était-ce la même femme qui m'avait négligée, qui avait pris le parti d'Alex et Brandon contre moi et qui m'avait traité comme moins que de la famille? Et maintenant, elle pensait mériter une part du seul cadeau que j'avais reçu dans ma vie sans son ingérence? J'ai appelé Monsieur Lin, mon avocat, qui a géré mon cas avec une efficacité tranquille qui a été un baume pour mes nerfs à vif. Il m'a immédiatement rassuré. Rachel, ces affirmations sont sans fondement. Elle n'a aucun droit légal d'exiger quoi que ce soit de votre héritage. Il vous a été laissé spécifiquement à vous, sans condition. Nous allons répondre à cela rapidement et clore l'affaire. Le soulagement que j'ai ressenti était mêlé de colère. Ma propre mère me traînait en justice, me forçant à consacrer du temps et de l'énergie à défendre quelque chose qui était légitimement mien. Mais Monsieur Lin a tenu parole. En quelques semaines, l'affaire a été classée sans suite. La décision du juge était claire, Sarah n'avait aucun droit sur mon héritage, et ses tentatives de me faire pression pour que je lui donne de l'argent étaient sans fondement. Le rejet de l'affaire m'a apporté un sentiment de soulagement, mais j'étais épuisée. Le procès, le harcèlement, la pression constante de ma soi-disant famille, tout cela avait eu un impact sur moi. J'avais besoin d'une pause, de quelque chose pour m'éloigner du poids de tout cela. Alors, quand mon amie Emma m'a suggéré un voyage, je n'ai pas hésité à dire oui. Emma, avec deux autres amis proches, Ben et Carly, avait été ma bouée de sauvetage pendant tout cela. Ils m'avaient soutenue, m'offrant leur soutien et me rappelant que tout le monde ne cherchait pas à profiter de moi. Nous avons planifié une escapade d'une semaine dans une ville côtière tranquille, un endroit suffisamment éloigné de tout pour que je puisse me libérer du stress qui m'avait accablé. Dès notre arrivée, j'ai senti la tension commencer à se dissiper. Le son de l'océan, l'odeur de sel dans l'air et le simple plaisir d'être avec des gens qui se souciaient de moi pour qui j'étais, tout a commencé à guérir quelque chose en moi. Pour la première fois depuis des mois, j'ai ressenti un sentiment de paix. Un soir, alors que nous étions assis autour d'un feu de joie sur la plage, Carly a abordé le sujet de la famille. Tu sais, parfois la famille n'est pas les gens avec qui tu es né, a-t-elle dit, regardant les flammes. C'est les gens qui choisissent d'être là pour toi. Ces paroles m'ont touché au cœur. J'avais passé une grande partie de ma vie à essayer de trouver ma place dans une famille qui ne m'avait jamais vraiment acceptée. Mais ici, avec Emma, Ben et Carly, je me sentais plus comprise et appréciée que je ne l'avais jamais été avec ma famille biologique. Le voyage est devenu un tournant pour moi. J'ai commencé à réaliser que je n'avais pas besoin de continuer à chercher l'amour et l'acceptation de personnes qui avaient prouvé à maintes reprises qu'elles ne feraient que prendre et ne donneraient jamais. J'avais des gens dans ma vie qui m'appréciaient, non pas pour l'argent ou l'obligation, mais pour qui j'étais. À notre retour de voyage, j'ai décidé de me concentrer sur la construction de liens avec des personnes qui se souciaient réellement de moi. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un refuge local, travaillant avec des enfants qui avaient traversé des moments difficiles. Être capable de leur offrir du soutien et de la stabilité m'a donné un sentiment d'utilité que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Grâce à mon travail bénévole, j'ai rencontré une femme nommée Lisa, qui dirigeait le refuge. Elle était chaleureuse, empathique et possédait une force tranquille que j'admirais. Lisa est devenue une sorte de mentor pour moi, me guidant à travers les défis du travail avec des enfants traumatisés et m'enseignant la valeur de la compassion et de la résilience. Un après-midi, alors que nous nettoyions après un événement au refuge, Lisa m'a prise à part. « Rachel, a-t-elle dit, je veux juste que tu saches la grande différence que tu fais ici. Ces enfants te voient comme quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance, quelqu'un qui croit en eux. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde peut faire. » Ces paroles m'ont profondément touchée. Pendant si longtemps, j'avais eu l'impression de n'appartenir à aucun endroit, d'être simplement à la dérive dans la vie sans but. Mais ici, au refuge, j'avais l'impression de faire enfin partie de quelque chose de significatif. Je donnais à ces enfants quelque chose que je n'avais jamais eu en grandissant, un sentiment de stabilité et de gentillesse, sans condition. Au cours des mois suivants, j'ai commencé à investir davantage dans les relations qui m'apportaient joie et épanouissement. Je me suis rapprochée de mes amis, Emma, Ben et Carly, qui étaient devenus ma famille de cœur. Ils étaient là pour moi à chaque revers et à chaque triomphe, me rappelant que j'étais appréciée et aimée pour qui j'étais, et non pour ce que je pouvais leur donner. Petit à petit, j'ai senti ma propre estime de soi se renforcer. J'ai commencé à suivre une thérapie, travaillant sur les effets persistants de mon enfance et apprenant à lâcher prise sur la culpabilité et le ressentiment qui m'avaient pesé pendant si longtemps.
Mon thérapeute m'a aidé à comprendre que je n'avais pas à m'accrocher aux personnes qui m'avaient fait du mal simplement parce qu'elles étaient de ma famille. J'avais le droit de protéger ma propre paix et de m'entourer de personnes qui apportaient de la positivité dans ma vie.